Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais en préambule de cette intervention sur le plan local d'Habitat vous partager la profonde émotion en lisant ce matin le décès d'une personne de 44 ans, Frédéric, qui avait trouvé refuge sous le Palais des Sports de Beaulieu. Et vous faire du coup remarquer que, alors que nous allons étudier finalement comment on loge les gens, plus de 3500 personnes vivent dans notre métropole dans des conditions qui font que la rue tue. Je suis même d'ailleurs un petit peu surpris d'être la première intervention de ces matinées de parler de ce décès. On parle de 0 enfant à la rue. Moi, je considère que chaque habitant de Nantes est un enfant de Nantes et que personne ne devrait dormir dehors et que la mise à l'abri ne peut être une politique saisonnière. Quand il y a quelques mois, autour de Noël, 2 personnes sont mortes de froid. Quand il y a quelques jours, Nantes a connu des températures pires qu'au même moment au Sahara. On se rappelle une chose simple, l'urgence de la mise à l'abri est permanente. Le froid tue, la chaleur tue aussi et la rue tue toute l'année. Et beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes demandent ce qui est fait ce jour-ci pour les personnes à la rue. Sur le programme local de l'habitat, c'est probablement l'un des documents les plus importants que nous observons ces 2 derniers jours. Parce qu'il parle du premier des droits, celui d'habiter dignement. À la lecture de ce bilan, un constat s'impose. Jamais nous n'avons eu autant de données, autant d'observatoires, autant d'indicateurs et autant d'expertises sur la crise du logement. Et pourtant, le logement devient de plus en plus inaccessible. Et je dirais même que Nantes Métropole est devenue extrêmement compétente pour mesurer la crise du logement, mais elle est toujours incapable de la résoudre. Je le dis d'autant plus volontiers que ce bilan ne manque pas d'éléments positifs. Les rénovations engagées, l'accompagnement des copropriétés, la réhabilitation du parc social ou encore le travail sur la maison de l'habitant sont bien réels. Mais lorsque la crise change d'échelle, les politiques publiques doivent changer d'échelle elles aussi. Or, aujourd'hui, nous avons parfois le sentiment que les réponses progressent à la vitesse des procédures quand les difficultés progressent, elles, à la vitesse de l'augmentation des loyers. Le bilan lui-même est sans appel. L'objectif était de produire 6 000 logements par an. Nous en sommes autour de 4 000 annuellement depuis 2019 et seulement 3 252 en 2025. L'objectif était que le logement social représente un tiers de la production neuve. C'est aujourd'hui 26%. Et pendant ce temps, 38 640 demandes de logement social restent en attente avec un délai moyen de satisfaction de plus de 30 mois. Au fond, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'épuisement d'un modèle. Pendant 20 ans, on nous a parlé d'attractivité. Mais une ville ne peut pas durablement attirer toujours plus si elle devient inaccessible à celles et ceux qui la font vivre. Avec cette attractivité-là, ce ne sont plus seulement des habitants que l'on attire, ce sont des habitants que l'on repousse. Des familles consacrent une part toujours plus importante de leurs revenus à se loger. Des jeunes actifs parviennent plus à vivre dans la ville où ils étudient, où ils travaillent. Et des personnes âgées restent dans des logements devenus inadaptés, faute d'alternatives. Derrière 38 600 demandes de logement social, il n'y a pas 38 640 dossiers. Il y a 38 640 parcours de vie suspendus. La question est de comprendre pourquoi, malgré 15 années de politique publique, cette crise du logement continue de s'aggraver. Il faut cesser de toutes parts de considérer le logement principalement comme un marché, alors qu'il devait être traité comme un droit, comme l'a dit ma camarade Cécilia Blumenthal. Car au fond, la question n'est pas seulement combien de logements produisons-nous, la question est pour qui construisons-nous? On nous a longtemps expliqué depuis cette citadelle que le marché devait réguler, il a produit l'inverse. Plus de spéculation, plus de rente foncière, plus d'exclusion résidentielle, plus de concurrence même entre les habitants. Aussi, nous partageons plusieurs orientations du futur PLH, telles que la rénovation du parc existant, la lutte contre l'artificialisation, l'articulation entre l'habitat et la bifurcation écologique, et également aussi le renforcement de l'action dans nos quartiers populaires. Mais nous pensons qu'il faut désormais aller plus loin. Le document lui-même nous apprend que 92% des nouveaux habitants se logent dans un parc construit avant 2012. Autrement dit, la bataille du logement ne se jouera pas dans les grues. Elle se jouera dans les mètres carrés qui sont déjà là. C'est pourquoi nous défendons la mobilisation du parc vacant lorsqu'il existe, la transformation des bureaux inoccupés, l'accession non spéculative et le plafonnement effectif des loyers, ainsi que notre proposition de création d'un bureau du mètre carré capable de remettre en mouvement les logements sous-occupés ou vacants. L'accession spéculative pour sortir définitivement des logiques de rente. Non spéculative, pardon. Et nous pensons que le futur PLH devra fixer des objectifs clairs.
Pour répondre à cette interrogation simple, voulons-nous continuer à accompagner les effets du marché ou voulons-nous enfin reprendre la main sur lui? Car une métropole se juge moins à son attractivité qu'à sa capacité à permettre à celles et ceux qui la font vivre d'y habiter. Le logement n'est pas une récompense, c'est un droit. Et notre responsabilité collective ici est de le rendre pleinement effectif. Je vous remercie.